J'avais 43 ans quand je suis rentré à Géo, donc c'est il y a 16 ans maintenant. Et c'est vrai que quand je suis rentré au magazine, tout d'un coup, paradoxalement, j'ai voyagé pendant 20 ans avant de rentrer au magazine. Et en rentrant à Géo, je me suis mis à moins voyager puisque j'étais rédacteur en chef. Donc j'ai surtout fait beaucoup voyager les autres. Ça a été un peu un changement, j'allais dire, vous voyez, tout en partant moi-même 3 fois en voyage dans l'année, mais ça n'avait plus rien à voir. C'est pas une question de milliers de kilomètres le voyage, c'est une question d'éveil, de curiosité, d'intérêt pour les autres. Et vous pouvez très bien voyager à 500 mètres de chez vous, vous pouvez très bien voyager dans votre propre ville, dès lors que vous êtes agité par un minimum de curiosité, quoi, à tout point de vue, à tout point de vue. On est à Paris, Paris c'est une ville-monde, si moi je connais Paris un petit peu sous ses différents aspects, si vraiment vous êtes voyageur, c'est une ville où à travers les êtres qui y sont arrivés à différentes périodes de leur vie, qui est une ville où on peut tout à fait se sentir très étranger très vite et d'une façon passionnante. C'est vrai que le magazine en fait est né en Allemagne en 1975 à travers un type qui s'appelait Guy Larsen, qui était un photojournaliste et qui travaillait pour le Stern, et qui est un hebdomadaire allemand très très connu, très important. Et il se trouve qu'au Stern, il voyait défiler régulièrement des sujets photographiques sur le monde, des villes, des lieux, des régions, des pays, des gens, et qui ne pouvaient pas publier dans le Stern parce qu'il n'y avait pas de place. Et ils ont eu l'idée à ce moment-là de créer un magazine qui s'appellerait Géo et qui s'est appelé Géo et qui s'est créé en 1975 en Allemagne. En France, ils ont travaillé à une version française avec des journalistes de l'Express dans un premier temps en 1979. Et il y a un groupe allemand qui était le groupe du Stern, Brunner und Jahr, qui a décidé de créer une filiale française. Ce qui a fait le succès, ça a été vraiment ça, les doubles pages couleurs, les entrées dans l'information par la photographie. Voilà. Les Français ne sont pas des gens qui ont une grosse culture visuelle, les Anglo-Saxons davantage. Bien. Et donc ça a été le premier événementiel. Vous rentriez, vous avez 5-6 doubles pages, chaque page était thématisée par rapport à une info et on rentrait dans l'info par l'image. Ça c'était nouveau. Le côté très spectaculaire de ces photographies aussi, et concurrençait un petit peu le côté écran télé. L'écran télé à l'époque, il y avait 3, 4, 5 chaînes. C'est rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, avec le câble et les 300 chaînes télé. Alors les chaînes documentaires sur le voyage, on en a, en veux-tu, en voilà, quoi. Donc à l'époque, il n'y avait pas ça. Et très vite, Géo a joué le rôle de contre-champ un petit peu du guide. C'est-à-dire, on a acheté un guide pour partir, mais en même temps, avec Géo, on avait tout le côté un petit peu culturel, j'allais dire le côté un petit peu politique aussi de la région, qu'est-ce qui s'y passait, un travail un peu plus anthropologique que ce que donnaient les guides, qui avaient une forte valeur d'usage, surtout. Hein, voilà. Ça a été tout ça, quoi, le succès du magazine. Il y a presque une pédagogie du regard dans Géo. Plutôt que de mettre exactement le bout d'image qui va illustrer le propos, là où vous voulez en venir, il y a une légende qui nous invite à regarder l'image qui est souvent plus cadrée, plus large, et effectivement nous focaliser sur un point de détail, mais également le recontextualiser dans son contexte politique, j'allais dire écologique, enfin voilà. Et donc, c'est ce que j'appelle la pédagogie de l'image. Vous ne produisez pas simplement une démonstration, vous invitez vraiment à regarder différemment. Tout le monde sait lire une image. Les gens aujourd'hui, la culture de l'image, les ados, les gens de 25 ans, tous sont avec l'image, donc vous n'avez pas à apprendre aux gens à regarder l'image. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en regardant l'image, c'est quelle est la part d'invisibilité finalement dans l'image. Il y a toujours une part invisible dans une image, quoi. Donc elle est où? Et c'est dans cet endroit-là, j'allais dire, que peut se glisser la légende. C'est pour ça que je disais que la légende, c'est toujours un peu la voix off de l'image. Si c'est pour raconter ce qu'on voit sur l'image, vous le voyez. On peut préciser doublon, le temps, quand, qui sont les gens qui sont là, on est dans quelle géographie, tel lieu, etc. Tout ça, oui. Vous faites l'information de l'image, hein, vous informez en fait le visuel. Mais derrière, ce qui est intéressant, il y a deux questions. C'est soit on est dans une image très personnelle de voyage prise par un photographe et quelque part l'image raconte aussi le photographe. C'est aussi un portrait de photographe que de regarder ces images. Et puis il y a d'autre part effectivement la part d'invisibilité, d'information qui ne se lit pas dans l'image et que la légende apporte en complément.
tout ce qui était vécu comme exotique à l'époque. Les ethnies, par exemple. Les ethnies, on vous disait, c'est ethno, c'est l'anthropologie, c'est tout ce qui était de l'ordre des religions, l'islam, le bouddhisme, tout ça, c'était vécu un peu comme exotique, quoi. C'était des trucs de voyageurs. Or, quand vous réfléchissez 2 secondes, c'est juste ce qui est au cœur de notre actualité aujourd'hui. L'islam est au cœur de notre actualité, que ça soit le sunnisme, le chiisme, que ça soit les confréries soufis, etc., etc. Ça fait complètement partie, j'allais dire, de l'actu d'aujourd'hui. Les ethnies, quelqu'un qui lisait Géo savait qui étaient les Hutus, qui étaient les Tutsis et qui étaient les Tois. Quelqu'un qui lisait Géo savait qui étaient les Tchétchènes. Quelqu'un qui lisait Géo, etc., etc. Je pourrais vous... Nairobi, les Kikuyu et les Luo qui se tirent dessus à l'arc il y a 2 ans. Je veux dire, c'était exotique dans Géo, hein, on était encore au 19e avec le côté un peu comme ça, un peu romantique de ces peuples premiers, comme on dit maintenant. Ouais, sauf que c'est dans l'actu, quoi. C'est vrai que en même temps, un jeune Chinois de Tiananmen, par exemple, quand il boit un Coca-Cola, je bois un Coca-Cola, il boit un Coca-Cola. C'est pas pour ça que notre histoire est la même. L'histoire qui l'a amené à boire un Coca-Cola n'est pas tout à fait la même que la mienne. Pas tout à fait, pas après 20 ans de maoïsme ou un demi-siècle. C'est pas vrai, c'est faux. Donc, là aussi, c'est un peu une façon de travailler contre les évidences, revoir ça, repenser ça peut-être autrement et pas tomber forcément dans le moule, quoi, toujours, et dans le truc, ah ouais, et amène à tout, quoi. Et l'autre truc très important, c'est que c'est un magazine qui se positionne par rapport à l'information et pas par rapport à l'actualité. Or, les gens n'ont du monde qu'une vision qui passe qu'à travers l'actualité. Donc ils sont dans leur poste télé. Alors pour les gens, tous les Russes c'est des mafieux, tous les Sud-Américains c'est des narcotrafiquants, tous les Africains, grosso modo, pour aller vite, c'est des ethnicides ou des Syriens en puissance, une espèce de caricature du monde. Les Français sont tous radins, avec la baguette, ils aiment les chiens, ils ont pas de môme, ils ont des grosses bagnoles, il y a toujours un môme et un chien. Vous voyez, le Nord-Américain, enfin ça va mieux depuis Obama, mais avant n'en parlons pas. Bon, espèce de caricature comme ça, absolument incroyable, quoi, quand même. Donc, quelque part, vous dites les gens meurent 2 fois, quoi, aujourd'hui. Une première fois parce qu'on ignore qui ils sont quand ils sont debout. À la limite, ça ne nous intéresse pas quand ils sont debout. C'est quand même étonnant, quand même génial comme truc. Les gens debout en vie intéressent personne. On commence à s'y intéresser quand ils meurent. Quand même un drôle de truc, quand même. On pourrait peut-être s'y intéresser quand ils sont debout, ne serait-ce que pour comprendre un peu pourquoi ils meurent à un moment. Enfin, c'est quand même dans ce sens-là que ça se passe. Vous avez des numéros de Géo qui sont traditionnellement des hits. Alors, les Français sont géniaux parce qu'en général, ils adorent la France. Donc ça, c'est leur grand truc, la France. Le Français est très, très voyageur. Un peu moins voyageur que l'anglo-saxon, quand même. Vous étiez déjà dans l'identité nationale. On peut dire que la France aime bien la Bretagne, la Provence, le Pays Basque, la Corse. Alors là, c'est le hit des hits. Mais la Corse et la Bretagne, ça, à tous les coups, c'est sûr que c'est loin derrière l'Égypte après. Les pyramides, Christian Jacques, alors là c'est un gros tabac, mais la France, alors en même temps, bon, ça se comprend, hein, c'est un pays extraordinaire, c'est une diversité géographique qui est probablement la 2e au monde, il y a plein de choses, et puis c'est pareil, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, vous baladez sur le plateau d'Écosse, c'est vrai, en plein hiver, je veux dire, c'est un peu le wilderness, quoi, hein, il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'en Patagonie parfois pour avoir des émotions comme ça. Il y a des photos qui m'ont marqué parce qu'elles étaient très fortes. Je cite cette photo parce qu'elle est dans l'exposition qui est à la FNAC, qui est la photo de Jane Evelyn Atwood sur les mères en prison. Il y a cette photo de femme qui accouche, qui est menottée. C'est une photo forte, quoi. Passez pas à côté. Quand vous la regardez et quand vous la voyez, immanquablement, elle doit vous toucher. Il y a un auteur que j'ai publié, un photographe qui s'appelait Joseph Rodriguez, il s'appelle toujours, d'ailleurs, qui est portoricain, qui avait une histoire incroyable parce qu'il est né dans les gangs, en fait, portoricains, donc il a eu une vie de gangster, quoi. Et puis il s'est fait serrer par la police, il s'est retrouvé en tôle. En tôle, il s'est pris de passion pour la photographie, il sort de prison, il fait l'ICP, qui est une grande école de photographie à New York, et il va photographier les gangs, d'où il vient. Ça, le voyage vous apprend ça. Le voyage vous apprend à douter de tout, de vous, déjà de vous. On se rend compte assez vite qu'on n'est pas grand-chose, quoi, réellement sans appui, quoi, hein, voilà, habituel ou familier. Et puis ça vous apprend à questionner un petit peu ce qu'on lit un peu partout. C'est peut-être moins évident que ça.